Come2You Racing abordera une saison 2026 sous le signe un petit peu de la nouveauté, puisque si la structure belge dirigée par Jean-Michel Barthes poursuivra son engagement habituel en GT World Challenge Europe et en DTM, nous verrons l'équipe belge également engagée en British GT ou encore en GT Open, un programme majeur qui sera également complété par la DAC GT Masters, sur lequel nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, avec Jean-Michel Barthes et Laurent Mercier qui seront avec moi pour avoir un petit peu les explications du patron belge sur cette expansion du programme d'une structure qui ne cesse de grandir et qui, on rappelle, avait remporté les 24 heures de Spa en 2024 avec Aston Martin. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, bonjour, nous sommes avec Jean-Michel Barthes en ce jeudi 5 février, quelques jours après l'annonce principale des programmes de Come2You Racing, on vous le rappelle, qui sera centré sur le GT World Challenge Europe, évidemment. Mais l'équipe belge a confirmé il y a quelques heures son programme en DTM, avec un programme à 2 voitures une nouvelle fois, et avec un renfort de taille, Laurent, puisque Niki Team épaulera Nicolas Barthes sur les 2 Aston Martin Vantage GT3. En plus du DTM, Laurent, nous verrons aussi le British GT, une nouveauté, ou encore le GT Open et la DAC GT Masters, qui fait un programme très conséquent pour la structure belge. Et Laurent, nous avons souhaité un petit peu poser quelques questions à Jean-Michel Barthes sur cette expansion, puisque le GT World Challenge est certes la base des programmes Come2You, mais pourquoi cette expansion ? Comment va s'organiser Come2You, puisque la multiplicité des programmes, on le sait en sport auto, n'est pas toujours évidente à gérer. Donc Laurent, je te laisse entamer cette discussion avec Jean-Michel. On va commencer évidemment par une question dont tout le monde s'est posée il y a quelques temps, puisque l'idée de voir Come2You Racing également en WEC avait émergé, mais finalement cela ne s'est pas fait. Laurent, je te laisse commencer la première question. Pierre, bon, salut Jean-Michel. Donc, sachant en plus que le dernier podcast, Pierre, qu'on a fait sur un meeting, c'était déjà avec Jean-Michel, c'était à Barcelone. On passe Pas du tout pour le même Laurent sujet, Godin. mais Non, pas du tout pour le même sujet, mais ouais, clairement, Jean-Michel, comment s'est articulée cette préparation de saison? On a entendu parler de WEC, qu'on devait avoir l'Asian Le Mans Series, on a entendu parler de Macao, mais ça, c'était plus sur la fin d'année 2025. Et comment est-ce que tout ça s'est imbriqué? Est-ce que ça a mis plus de temps que par le passé ou est-ce que ça a été plus rapide? Tout d'abord, bonjour Pierre et bonjour Laurent, bonjour à tous. Meilleurs vœux d'abord. On peut encore, même si c'est début février, on peut encore. C'est vrai. meilleur, effectivement. Pour répondre à vos questions, parce qu'il y en a quelques-unes, je pense, que vous allez poser. Comment s'est articulée la mise en place de la saison 2026? C'est relativement bien, en fait. Je pense que ce qu'on a montré en fait en 2025 en termes de professionnalisme de l'équipe nous a beaucoup aidé. Alors quand je dis professionnalisme, c'est vraiment ce qui se passe dans le paddock et en dehors du paddock. Ça nous a beaucoup aidé et on a eu pas mal de demandes en fait de la part de pilotes pour pouvoir venir nous rejoindre et pour pouvoir travailler avec nous. Alors c'est marrant parce que finalement, sportivement parlant, c'est sans doute pas la meilleure année de Come2You Racing. Mais je pense qu'on a fait d'énormes progrès en organisation, en process, etc. Et je pense que les gens de l'intérieur l'ont vu et nous font confiance et donc ont envie de venir passer 1, 2, 3 saisons avec nous et travailler avec nous. Donc, ça a beaucoup facilité l'énorme travail que François Verbist fait pour recruter des nouveaux clients et des nouveaux pilotes. Et également, ça a beaucoup aidé pour renforcer les liens avec les différents partenaires que nous avons. Et Jean-Michel, est-ce que aussi les pilotes qui vous ont contacté ont été aussi acteurs dans la détermination des programmes, ou est-ce que vous aviez d'abord établi vos programmes en termes de championnat pour après trouver des pilotes, ou est-ce qu'il y a des pilotes qui vous ont ouvert aussi d'autres programmes? Alors, on va quand même rebondir un peu sur le dernier podcast. Ce qui a d'abord déterminé notre volonté de continuer le GT World Challenge et le DTM, c'est ce sujet balance de performance de l'année dernière et de l'année précédente, où j'ai poussé un solide coup de gueule auprès de Aston Martin et auprès de SRO
par rapport à la BOP. La BOP, elle est la même elle n'est pas la même, mais elle est gérée par SRO en DTM et en GT World. Et je voulais avoir cette garantie que on allait avoir une arme qui est capable de batailler. Je ne demande pas d'avoir la meilleure voiture, comme je disais, mais je voulais avoir la certitude auprès de Aston et auprès de SRO qu'on allait pouvoir avoir une voiture qui nous permet de jouer la course et de participer aux courses, de pouvoir dépasser, de pouvoir résister, etc. Ça, c'est ce qui a d'abord déterminé les championnats. Alors, c'est clair que nos championnats prioritaires chez Come2 Racing, c'est clair que c'est le GT World Challenge. On a envie de le faire, on veut le faire chaque année. Et le DTM, c'est clair qu'on a envie de le faire et on veut le faire chaque année. Après ça, oui, il y a des demandes de pilotes pour pouvoir faire de la DAC, il y a des demandes de pilotes pour pouvoir faire du British GT. Et donc là, avec les pilotes, les clients, on regarde ce qu'on est capable de faire une fois que nos programmes principaux sont mis en place. Et le WEC a d'abord fait partie aussi des vues pour cette année. Alors ça, c'était une demande d'Aston Martin qui nous a demandé de pouvoir exploiter la deuxième voiture. Donc, il y en a une de Heart of Racing et puis il y a la deuxième qui était là. C'est un vrai sujet dont on a discuté avec Aston Martin parce que, en fait, je ne sais pas si ça se sait, mais encore une fois, moi, je n'ai rien à cacher. En gros, la manière dont Aston Martin fait rouler les voitures en WEC, c'est finalement ProDrive qui fait rouler les voitures et ce sont les deux teams qui participent au WEC qui amènent les clients et qui prennent le risque financier. Mais il n'y a pas de mécano de chez Heart of Racing, il n'y a pas de mécano de Respirit of Le Mans, il n'y a pas d'ingénieur, etc. C'est toute une équipe qui est mise en place par ProDrive sous les couleurs de leur partenaire. C'est quelque chose qui, moi, ne m'intéressait pas. Moi, si je participe à un championnat, c'est pour mettre en avant nos gars, c'est pour mettre en avant notre savoir-faire, c'est pour pouvoir développer nos gars, leur apporter une nouvelle expérience. Et donc, moi, si on fait le WEC, c'est Come2 Racing qui le fait. Alors, je ne dis pas que je ne veux pas avoir l'appui de ProDrive ou de AMR sur un éventuel apport d'un ingénieur ou d'un mécano, mais je voulais que l'équipe principale soit une équipe Come2U. Et c'est là-dessus où on n'est pas tombé d'accord avec Aston Martin. C'est reculer pour mieux sauter si jamais il y a une autre opportunité à l'avenir. Oui, je pense qu'ils veulent. On rentre dans le WEC et ça les intéresse qu'on le fasse. Bien sûr que si on peut le faire dans ces conditions-là, on l'envisagera sérieusement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver les clients. C'est un budget mais énorme et le risque financier, il est colossal. Donc, on le fera si on maîtrise chaque paramètre. C'est pas juste faire rouler des voitures. Il y a le risque financier, il est colossal. Hein. Et si jamais c'est qu'une seule voiture, c'est rentable, on va dire. C'est quelque chose financièrement parlant, parce qu'on sait toujours que avoir deux voitures dans le championnat, c'est quand même une condition souvent sine qua non. Là, une voiture sur le WEC avec tous les déplacements évidemment que ça implique. C'est pas du tout la même logistique que le GT World ou que le DTM, parce que finalement, on se déplace très peu avec les camions. C'est beaucoup d'envois par avion ou en container, etc. Et donc, la logistique n'est pas du tout la même. Donc, on arrive, oui, à faire un budget sur une voiture et on arrive à ce que la voiture puisse être payée et ou rentable. Le tout, c'est de nouveau trouver le client, quoi. Ça oblige évidemment à avoir un châssis dédié au championnat par rapport aux spécificités du championnat, par rapport à l'instauration des couplemètres. Vous avez un peu chiffré le budget global qu'il fallait pour faire rouler une voiture en WEC? Le budget pour une voiture en WEC, c'est entre 3,9 millions et 5 millions. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup, oui. Mais par contre, vous aviez aussi l'équipage, même si vous avez décidé de ne pas y aller, l'équipage, vous l'aviez, entre guillemets, finalisé? Oui. Oui, l'équipage, on avait l'équipage qui était prêt, avec un pilote pro de chez Aston, avec le bronze de Silver. Oui, l'équipage était prêt, comme on était prêt pour l'Asian Le Mans Série, et c'est la même chose. Si on y va, c'est qu'on est certain que financièrement et sportivement, on a quelque chose qui tient la route. Et est-ce que ça aurait fait évoluer vos autres programmes si vous étiez allé en WEC? C'est-à-dire vous auriez été obligé de diminuer la voilure dans d'autres programmes, et justement le fait de ne pas aller en WEC, est-ce que ça vous a, d'un autre côté, ouvert d'autres opportunités? C'est clair qu'une structure comme la nôtre et même les autres, on a tous des coûts fixes, et ces coûts fixes, si on peut les amortir sur plusieurs programmes,
ça permet de leur donner moins de poids sur les programmes principaux. Donc, c'est clair que plus on fait de programmes, mieux c'est. Et là, je parle économiquement parlant. Maintenant, c'est clair que c'est pas toujours des gains. Et c'est clair que ça demande parfois un peu plus de matériel, ça demande parfois un peu plus de personnes. On ne gagne pas à tous les étages, quoi. Mais oui, c'est clair que ne pas faire le WEC cette année, ça nous donne la possibilité de répondre positivement à d'autres programmes et c'est ce qu'on a fait. Donc Jean-Michel, tu parlais de l'Asian Le Mans, ça c'est quelque chose l'année prochaine qui peut faire partie du menu pour essayer aussi de voir un peu, je sais pas, un autre promoteur, une autre organisation. Il y a clairement une demande dans les clients ou dans les gens qui veulent devenir clients chez nous. Il y avait clairement une demande pour pouvoir faire l'Asian. On a inscrit sur la liste d'attente 2 voitures avec les 2 équipages qui étaient complets, avec les budgets qui étaient là. On y reviendra. On y reviendra. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on se mette à table pendant la saison ici avec la CO pour pouvoir discuter et voir de quelle manière on peut se garantir un programme cet hiver en Asian Le Mans. Mais oui, c'est une vraie volonté de pouvoir avoir un programme d'hiver et peut-être d'ouvrir les portes après pour le WEC avec à ce moment-là Aston Martin ProDrive. Et petite question annexe, parce qu'on est en droit de se poser la question, avec l'arrivée des hypercars en Asian Le Mans l'hiver prochain, est-ce que voir comme Toulouse Racing avec une hypercar, est-ce que ça peut faire partie des possibilités si jamais il y a des clients intéressés? On va commencer petit, hein. Non, mais écoute, c'est des questions que les gens se posent, tu vois, parce que comme maintenant c'est ouvert un peu plus au privé pour la série asiatique, et si tu as un client qui vient, qui dit, bah, vous êtes client Aston, moi je suis intéressé, est-ce que vous pourriez exploiter la voiture? Honnêtement, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Ouais, ça fait rêver de faire rouler une Valkyrie. Honnêtement, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Et pour les programmes 2026, est-ce que tu sens aussi une plus forte implication d'Aston Martin Racing? Ah oui, là complètement. C'est la troisième saison qu'on entame avec Aston Martin. Et réellement, quand on voit la première année, c'est un peu timide. On apprend l'un et l'autre à se connaître. On leur a vite montré qui on était en gagnant les 24 heures de Spa. Et puis deuxième année, je pense qu'on a renforcé nos liens. Et clairement, le fait de leur montrer qu'on pouvait faire le DTM et que on apprenait et qu'on progressait rapidement dans un nouveau championnat comme celui-là, clairement, ça renforce les liens. Et c'est pour ça qu'ils s'impliquent beaucoup plus cette année dans nos programmes. Et le DTM en est la meilleure preuve avec Niki Team et avec leur implication dans le programme en lui-même. Jean-Michel, je rebondis vite fait sur la partie asiatique. Est-ce que Macao, ça peut être une possibilité en plus en fin d'année? Et est-ce que si c'est le cas, c'est plus une volonté d'Aston Martin, puisqu'on sait quand même que c'est quelque chose où les constructeurs sont très impliqués, la Coupe du Monde FIA GT, ou plus de votre part? Macao, c'était évidemment à l'ordre du jour de 2025 si on avait un programme en Asie, puisque là, de nouveau, c'est plus un souci logistique parce qu'aller envoyer une ou 2 voitures uniquement pour Macao, de nouveau, économiquement, ça tient pas trop la route. Donc, la volonté, c'est en effet de dire on fait un programme asiatique en Asian Le Mans Série, par exemple, et on complète avec Macao. Alors, non, ouvertement aujourd'hui, il n'y a pas une demande de la part d'Aston pour pouvoir faire Macao, mais on s'en charge, on va s'assurer que si on avait un programme en Asian, Macao deviendrait une demande d'Aston aussi. Mais ça fait partie de nouveau des discussions qu'on peut avoir pendant l'année avec le partenaire. Et je pense que oui, comme tu l'as dit, les constructeurs sont intéressés de faire ce genre de course. Ça met très souvent la marque fort en avant. Jean-Michel, pour revenir au GT World Challenge Europe, pour la 3e année, vous aurez le même équipage sur la 007. Oui. Est-ce que ça, c'est un peu une volonté, on va dire, commune, c'est-à-dire des 3 pilotes qui s'entendent bien, qui roulent bien dans l'équipe? C'est une volonté commune aussi de l'équipe de faire confiance au même trio? Je pense que c'est une volonté des 3 parties. Ça ne paraît pas être un sujet de discussion quand on termine ou quand on commence la nouvelle saison. Ça tombait un peu sous le sens que on continuait avec Niki, Marco et Mattia sur la 007. Quand on leur en parle, eux, ils sont enchantés de travailler ensemble. Et de notre part, c'est quand même vachement bien de pouvoir se dire
on continue avec le même trio de pilotes et avec la même équipe d'ingénieurs et de mécanos derrière. Et c'est hyper confortable et surtout, ça permet d'être vraiment performant parce que les réflexes, les automatismes existent à ce moment-là. Donc non, c'est même pas une discussion et c'est quelque chose qui était réglé, j'ai envie de dire, fin octobre. Ouais. Par contre, la nouveauté, c'est la voiture en sprint, en pro, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il y avait une volonté de la part de AML, qui est finalement l'employeur des pilotes pro. Il y avait une volonté de la part donc d'Aston Martin de voir Niki rouler beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle Niki se retrouve en sprint maintenant avec la voiture pro qui est chez nous. Et puis en plus avec un équipier qui est canon, puisque c'est le gagnant de l'académie Aston Martin qui est Kobe Powells. Aussi, la bonne chose, c'est que nous récupérons la voiture pro. Je rappelle que c'est en plus une obligation dans le règlement du GT World Challenge pour que les voitures en endurance marquent les points. Il faut qu'elles soient inscrites à l'année et qu'il y ait au moins donc une voiture qui soit en pro, en endurance et en sprint. Et donc, c'est super important qu'il y ait une voiture pro chaque année. Sur les autres équipages, Jean-Michel, par contre, il y a pas mal de changements. Mais est-ce que globalement, la validation des équipages a été plus simple cet hiver, en 2025-2026, qu'en 2024-2025 ? Et est-ce que vous avez été également plus sollicité par notamment des pilotes bronze, on va dire, ou des pilotes amateurs pour arriver en GT World Challenge Europe ? Oui, on a eu pas mal de demandes et alors c'est jamais facile et des demandes c'est toujours bien, on fait toujours des offres et puis les offres servent aussi à aller faire son marché ailleurs. Mais la bonne nouvelle c'est que cette année, avant le 31 décembre, nos équipages étaient faits. Je pense que c'est la première année depuis l'existence de Come2U Racing, même quand on faisait du TCR. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et c'est un bon indicateur. C'est une bonne chose qu'on ait pu le faire. Donc oui, il y a eu un intérêt plus grand, je pense, cette année et plus de demandes. Maintenant, il y avait aussi, nous, de notre côté, nos démarches auprès de certains pilotes qu'on est allé chercher, que François est allé chercher. Après, je comprends les pilotes que vous avez recrutés, là, je pense notamment aux pilotes italiens aux pilotes qui roulaient pour BMW italien. Mais comment est-ce qu'on arrive à recruter des pilotes que vous aurez cette année, comme Kyle Marcelli par exemple, ou Edgy Moss, qui sont quand même des pilotes qui roulent principalement aux États-Unis et qui viennent rouler en France? Est-ce que c'est vous qui allez un petit peu regarder dans les catégorisations de pilotes qui lançaient un petit peu des perches, ou est-ce que c'est ces pilotes-là qui viennent plutôt vous démarcher, vous, pour essayer de discuter? C'est un peu les deux finalement. Parfois, c'est le pilote bronze qui dit « moi, je voudrais rouler avec un tel et un tel ». Et quelque part, il arrive avec pratiquement son équipage qui est tout fait. Parfois, ce sont les agents qui te mettent en contact avec un tel ou un tel. Mais donc, il y a tout un travail qui se fait pendant l'année et qui permet d'échanger, d'avoir des contacts. Parfois, ce sont lors de journées tests qu'on organise pendant la saison et où on n'en parle pas plus que ça, hein, quand on va rouler quelque part sur un circuit qui n'est pas dans un championnat. Et on teste des pilotes à ce moment-là, ils découvrent la voiture, ils découvrent l'équipe et ils se disent « oui, ok, j'ai envie de bosser avec Come2U Racing ». Tout ce travail de construction d'un line-up se fait aussi pendant l'année en cours et on arrive à une finalité le plus tôt possible. Mais souvent, c'est après la fin d'un championnat, c'est après parfois l'Asian Le Mans qui n'est pas encore fini. Et ici, finalement, nous, on a eu cette chance de pouvoir clôturer nos équipages avant, quoi. Et est-ce que tu penses que vous avez le bon équilibre cette année entre la voiture pro, qui forcément est un petit peu la vitrine, et qui est là pour aussi performer, et d'autres voitures qui sont aussi là peut-être aussi... On sait que vous avez cette fibre de développer les pilotes, ou de mettre les jeunes pilotes en avant. Est-ce que tu penses que l'équilibre entre les bronzes, voilà, la silver notamment en endurance, et le volet un peu plus pro est cohérent par rapport à ce que vous souhaitez faire ? Moi, je pense qu'on va pour marquer des gros points dans les 3 catégories dans lesquelles on est inscrit. Et c'était un peu l'objectif aussi. C'est ce que j'ai dit, 2025, c'était pas sportivement parlant, ou en tout cas en termes de résultats, c'était pas la meilleure année. Mais je pense que oui, je pense qu'on a des équipages qui vont jouer le jeu dans les 3 catégories. Je vois que vous avez recruté Arthur d'Horizon qui vient de la F4.
Il y a toujours une volonté chez Come2You de faire confiance à des jeunes pilotes comme vous l'avez fait, enfin comme vous le faites depuis longtemps. Oui, parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir un équipage pro, avoir des gars comme Niki, Marco et Mathia, et ils sont là pour apporter un benchmark, pour apporter une référence. Et c'est ça qui plaît aussi chez les jeunes quand ils viennent chez nous, c'est que chez nous, on met tout sur la table et on partage tout. Et donc, ça permet aux jeunes de grandir dans l'équipe et de pouvoir vraiment progresser. Donc oui, moi, je trouve ça génial, ce côté partage qu'on peut avoir, quoi. Et du coup, c'est top de voir hein, ces petits jeunes qui débarquent, qui ont déjà une expérience, qui ont un bon coup de volant, mais qui grandissent, qui travaillent avec les pros, ou en tout cas avec les datas des pros. Est-ce que tu penses que la F4, justement, la F4 généralement, hein, pas forcément que française, c'est un univers que vous regardez de plus en plus? On connaît les difficultés à progresser dans la pyramide en monoplace du fait des budgets, du fait des places qui se restreignent de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte. C'est c'est vraiment quelque chose que vous regardez spécifiquement durant l'année ou c'est plus des opportunités, on va dire, qui se dessinent? Moi, je pense déjà que avoir un pilote qui a fait du karting et qui a fait de la monoplace, qui fait de la F4, qui fait peut-être du Freca, qui fait peut-être euh, parfois de la F3, je pense que c'est un pilote qui a une expérience aérodynamique, qui a une expérience de travailler avec un ingé, qui a déjà un background qui est intéressant. Donc oui, pour moi, c'est un profil qui est intéressant et qui est à travailler. Alors comme tu le dis, les places sont encore plus chères en monoplace qu'ailleurs. Je parle pas en budget spécialement, mais elles sont de plus en plus rares. Et donc oui, il y a un moment donné où ces pilotes réorientent rapidement leur carrière vers du GT. Et donc, on doit être attentif à ce qui s'y passe, oui. Et ça vous a demandé aussi d'investir dans de nouveaux châssis pour la saison. Ne m'en parle pas. Oui, mais j'ai peur que François et Mika, ici chez moi, me demandent encore d'agrandir l'atelier. C'est vrai, oui, d'abord, ça prend de la place. Il y a deux nouveaux châssis qui sont en construction et qui vont bientôt arriver. Donc, on en a déjà quatre. Il y en a deux supplémentaires. Aussi, une activité qu'on a et que, voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui le sait. On a parfois des clients gentlemen qui se disent, moi j'achèterais bien une GT3 et donc on en a une troisième, donc un septième châssis qui arrivera avant le mois de juin pour un client qui la met en dépôt chez nous, qui va faire un peu de track day, peut-être une ou deux courses à gauche et à droite, mais sans grandes ambitions. Mais donc on aura cette année dans l'atelier 7 châssis. Vous avez déjà programmé le roulement des châssis entre les championnats, du coup, puisqu'il y a des châssis qui mécaniquement feront aussi plusieurs séries. Ça c'est toute une gestion de ton stock en fait, où tu dois calculer en effet le kilométrage de chaque moteur, de chaque boîte de vitesse, etc. Et pour que les voitures puissent être au top, on essaye en effet de les attribuer au départ à chaque championnat. Maintenant, c'est clair qu'il y a des voitures qui vont rouler dans deux championnats, enfin des châssis en tout cas qui vont rouler dans deux championnats. Et puis oui, il y a aussi parfois ces spécificités techniques. On parlait tout à l'heure dans les championnats ACO des torque sensors et ce genre de choses. Il y a des choses où parfois ça prend un temps fou de ramener la voiture à l'atelier, de la remettre au spec d'un autre championnat. Donc là aussi, on essaie de réfléchir. Logistiquement parlant et techniquement parlant, on est quand même le moins de travail possible. Euh, Parce que les gars, finalement, il n'y a que 7 jours aussi dans une semaine, quoi. Et le DTM, ce sera les voitures seront spécifiques au championnat ou pas? Parce que je sais qu'il y a plusieurs équipes qui faisaient notamment GT World Challenge et DTM, qui nous avaient dit que pour elles, c'était très compliqué de passer, de mettre les voitures sur les deux championnats, puisque du fait qu'il y ait un pilote, les voitures sont réglées très spécifiquement, les installations par rapport au pilote. Ça, c'est quelque chose que vous avez défini déjà ou pas encore? Alors, il y a un élément de réponse dans la déco. Il y en a une, la jaune. Elle, elle est jolie et tout ça. Le problème, c'est que si en plus on voulait l'utiliser dans un autre championnat, on doit la remettre en vert complète. Donc, déjà là, on se tire une balle dans le pied. Donc oui, en gros, pour le DTM, je pense que les voitures ne feront que le DTM. Maintenant, encore une fois, hein, si tu as un mois et demi entre deux courses, tout est possible, hein. On pourrait Et très donc, bien dire
Parce que finalement, une voiture en DTM, ça ne fait que 5000 km sur une année, hein, contre 15 000 à peu près pour une voiture en GT World Challenge. Il faut donc s'attendre à avoir du vert encore en GT World Challenge Europe cette année. Bon, Au niveau des décos. on a montré les décos du Oui, GT oui, World. oui. Il y a une vraie volonté aussi de continuer sur la même dynamique, enfin sur la même livrée que par le passé. T'as vu qu'elle est Parce que encore, elle est encore plus dynamique. Il y a ces lignes jaunes ouais, qui ont mais pris du dynamisme. je vois que la déco de Nico en DTM a fortement fait parler parce que la voiture, elle, pour parler vulgairement, elle pète. Ouais. On la repère de loin. Et donc, vous auriez peut-être pu aussi avoir des décos un peu, je sais pas, même un peu plus flashy sur les autres championnats, Luc. On aurait pu, c'est vrai. On attend la jaune en miniature, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Oui, ça j'imagine. Non, alors c'est aussi un choix d'avoir les voitures dans la même couleur parce que il y a des contacts en course et une aile verte, c'est une aile verte. Quand tu dois gérer ton stock de pièces détachées, au lieu de devoir prendre une verte, une rouge, une jaune, bah, tu prends une verte ou deux vertes et c'est ça que tu as comme pièces détachées. Donc ça nous permet aussi de gérer la place dans nos camions, la place dans nos box et même le stock de pièces détachées qu'on a, ça nous permet de le gérer différemment quand on a les voitures qui sont quasi les mêmes. Et donc, c'est aussi pour ça que nos voitures sont dans les mêmes couleurs. Et l'arrivée de mascotte en termes d'une mascotte, hein, je parle de mascotte workwear en partenaire, c'est aussi un gros investissement de la firme Oui, qui vous accompagne. donc, alors ça, c'est chouette de parler de ça. Mascotte, en fait, je sais pas si tu vois, ils étaient sponsors de Sauber en Formule 1. Et leur seul team en sport automobile, c'était la Formule 1. Audi est parti avec son sponsor habituel qui est Adidas. Et donc, Mascotte se retrouvait sans support sport automobile. Ils investissent pas mal dans les clubs de foot, etc. On les voit pas mal, ils développent pas mal leur image. Et ils sont venus, et je vais vous donner quand même le petit truc, via Tom Coronel, ils sont venus frapper à notre porte en disant, tiens, on cherche un top team pour représenter la marque en sport auto. Aston est une marque qui nous intéresse. Comme To Racing est un team qui nous intéresse. Le DTM est un championnat qui nous intéresse. Le marché allemand est un marché qui nous intéresse. Et donc, on voudrait pouvoir travailler sur de l'image et du développement d'image avec vous, mais aussi sur du développement technique. Et donc, c'est ça aussi qui est génial. C'est un peu comme ce qu'on a avec Winmax qui font nos plaquettes de frein. On a vraiment un partenaire technique qui attend de nous du retour sur la gamme de vêtements, qui attend de nous du retour sur les chaussures qu'on va utiliser. Et donc, sur tous ces points-là, on a une vraie collaboration et c'est là où ça va plus loin que simplement dire on a telle marque de vêtements et puis voilà. Il y a un vrai développement, une vraie attente de leur part aussi sur le retour de nos mécanos, sur la technicité des vêtements. Jean-Michel, on va enchaîner sur le DTM puisque tu en parlais via Mascotte. L'an dernier, vous avez terminé avec une pole position. Comment tu juges cette campagne un peu d'apprentissage et quels objectifs tu fixes pour ton duo de pilotes pour cette saison dans le championnat allemand? C'est dur, un championnat. Waouh, on a dégusté. On est arrivé là l'année dernière, on connaissait le DTM par la télé, entre guillemets. Et puis, quand tu mets la voiture sur la piste avec les pneus froids, avec la bande de sauvages là, qui attaque dès les premiers tours, et tu dois apprendre tout ce process de chauffe. La première fois que tu vas là-bas, tu te dis, mais pourquoi ils attendent 5, 6, 7 minutes dans le box sans rien faire? Tu te demandes ce qui se passe pendant la qualif. Et donc, tout ça, au fur et à mesure que tu apprends, et donc tu grandis là-dedans. Les pilotes, pareil, Gilles et Nico, quand ils sortaient en pneu froid après une demi-heure de course, je pense qu'on perdait 5 secondes au tour sur les tours de sortie parce qu'ils roulaient comme sur de la glace avec les pneus. Et au fur et à mesure, ils sont revenus dans le match, on a fermé le gap, on est revenu. Moi, je suis assez content de la campagne 2025 en DTM, en tout cas en termes d'apprentissage. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à continuer et à emmener Aston Martin avec nous. Qu'est-ce que j'attends de cette année? C'est qu'on continue cet apprentissage, qu'on continue à développer nos process, je le dis notamment sur la compréhension de la chauffe du pneu, parce que c'est la clé du DTM, et surtout qu'en plus, on part cette année
avec un pneu qui est différent, puisque c'est un pneu qui est spécifique au DTM. Ce ne sera pas le même pneu qu'en ADAC. C'est vraiment encore une spécificité différente. Ceci dit, c'est la même chose pour toutes les équipes maintenant. Vous avez pu le tester déjà, ce pneu? Oui, on a pu le tester. Il y a eu déjà deux journées et deux fois 2 journées de test. Ça reste du Pirelli, mais avec une spécificité différente. On l'a testé au Castellet. Avec en plus l'expérience de Niki, qui va pouvoir lui aussi nous aider à continuer à grandir, je pense que cette année, on va essayer de faire parler de nous régulièrement. Comme je dis toujours, hein, je ne peux pas fixer à mes gars, je voudrais 2 pôles, 3 victoires, le titre au championnat, etc. De nouveau, c'est la méthode, c'est le travail qu'on va faire. Et donc, c'est tout ça qui m'intéresse, c'est de voir comment on grandit avec un nouveau project leader qui est Mario, qui vient de chez Apt. Et donc, je pense que, de nouveau, on s'est musclé aussi sur le back-office et je pense qu'on on commence à avoir petit à petit les bonnes personnes à la bonne place pour pouvoir faire de belles choses. Et concernant les autres programmes, les programmes annexes, on a vu qu'il y avait, donc, comme disait Pierre tout à l'heure, le British GT, un petit peu de Creventic, un petit peu de GT Open, un petit peu d'ADAC GT Masters. Est-ce que ça, c'est arrêté au niveau des pilotes, au niveau des programmes, ou est-ce que ça reste encore un peu en cours de discussion? J'ai rien dit tout à l'heure. Le British GT, c'est pas fait. C'est un vrai. On a la demande, on a le client, mais aujourd'hui, la signature en bas du contrat du client n'est pas mise. Mais je pense que ça va se faire. Je peux vous dire que le GT World s'est confirmé. Je peux vous dire que le DTM s'est confirmé. L'ADAC GT Master, on devrait avoir une voiture. Pareil, je pense que c'est quelque chose qui sera officialisé la semaine prochaine. Je rappelle qu'on roule aussi ce week-end à Portimao en GT Winter Series et ça pourrait être un de ces pilotes-là qui fasse de la DAC GT Master. Et en interne, Jean-Michel, du fait de la multiplication sans doute des programmes, comment vous vous organisez? Est-ce que vous allez diviser les équipes? Est-ce que vous allez recruter du personnel en plus? Tout ça, comment ça s'articule? N'oubliez pas qu'on a qu'on a cette mentalité de faire grandir les jeunes et de développer les talents de tous ces jeunes. Il y a une activité qu'on a chez nous qui s'appelle la Fun Cup, où on a un team énorme. Je pense que cette année, aux 25 heures Fun Cup qui auront lieu après les 24 heures de Spa, là, je crois qu'on a déjà 19 voitures signées. Donc là aussi, en fait, c'est un vrai succès. Mais ça veut dire qu'on a des gars qui sont là pour s'occuper de ces voitures. Et ces gars expriment régulièrement leur envie, leur volonté de venir rejoindre certains programmes en GT. Et donc là, on a une possibilité de se renforcer, d'avoir des équipes qui sont plus grandes. Ça permet aussi de les faire travailler sur les voitures ici à l'atelier et de déjà, ils sont peut-être pas sur les week-ends de course, mais ils ont peut-être préparé les voitures et tout. Donc l'équipe, elle est quand même importante. C'est au final, quand je calcule, on est 45-50 personnes dans l'équipe, et donc c'est le manpower, on l'a. Après, vous savez, les mécanos et les ingénieurs, ils sont hyper passionnés. Et ces gars-là, s'ils doivent travailler un week-end de plus, 2 week-ends de plus, 5 week-ends de plus, ils ne demandent pas mieux, ils le veulent. Et d'ailleurs, si on ne les prend pas avec, ils ont l'impression qu'ils sont punis. C'est là où quelque part, c'est génial de travailler avec des gens passionnés comme ça, en fait. Et je pense qu'on a cette mentalité dans l'équipe où c'est une mentalité familiale, où ils sont bien, ils ont bien à manger, ils dorment à l'hôtel, ils dorment pas dans les camions, ils dorment pas dans les box, ils ont pas un sandwich le midi, ils ont un vrai catering et tout ça. Et donc ici à l'atelier, quand ils sont là, ils vivent bien. Donc je pense qu'il y a une vraie envie de travailler chez Come2 Racing et de faire plus chez Come2 Racing. Et donc c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer aussi, quoi. Grâce à cette mentalité familiale qu'on a. Et du coup, François doit être obligé de réorganiser son sommeil avec autant de programmes, là. Tout ça, c'est son problème, hein. C'est lui, hein, c'est lui, il y a 9 ans, qui m'a embarqué là-dedans. Maintenant, il a voulu un vélo, il pédale, hein. Non, je pense que, honnêtement, il dort un peu mieux. Je vais vous raconter une petite anecdote. On a un potentiel client chinois qui vit en Chine et qui a envie de faire du GT3 et qui voulait même acheter une voiture. Je pense qu'il a appelé François tous les jours, à l'heure chinoise, pendant la période octobre, novembre, décembre. Donc, je pense que c'est devenu son meilleur ami. Et donc,
Et je pense que pour le moment, vu qu'il sait que les line-up sont clôturés, en tout cas pour une bonne partie des programmes, je pense qu'il n'appelle plus François. Donc François dort beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote quand même. Oui, c'est clair que François a du boulot. C'est clair qu'il doit assumer les programmes. Maintenant, moi j'ai un bras droit solide qui est François. Et lui, il a des bras droits solides avec lui, qui sont notamment Mario et Robin, qui sont en charge des différents programmes. Et donc, c'est clair qu'il faut se structurer et avoir des gens sur qui tu peux t'appuyer. Les programmes de Come to You Racing 2026 étaient au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. On remercie Jean-Michel Barthes de sa disponibilité. On sait que la période est animée et très occupée pour l'ensemble des équipes. Donc on le remercie évidemment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de vous avoir un petit peu dévoilé les coulisses de ce que sera la saison 2026 de l'équipe belge. On rappelle principalement en GT World Challenge Europe, en DTM et les programmes annexes qui seront validés dans les prochains jours. Jean-Michel, merci encore. Laurent, merci pour ce nouveau numéro de notre podcast et on se donne rapidement rendez-vous dans un prochain numéro. Merci. Merci, au revoir.